Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. L'argent est le nerf de la guerre. Il faut donc en gagner suffisamment, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte par-dessus tout, c'est de pouvoir conserver une part importante de ses revenus pour les investir, justement. Et qui dit conserver une part importante de revenus, dit donc éviter les déperditions. Et c'est pour sensibiliser justement à cela que dans une précédente vidéo, on avait évoqué les habitudes qui nous ruinent. C'était la première partie. Nous allons donc aborder dans cette deuxième partie 10 habitudes qui nous ruinent. On a évoqué 10 premières habitudes. Ceux qui n'ont pas vu cette première partie de ce sujet peuvent regarder sur la chaîne dans la playlist Money Mastery où on parle d'éducation financière. Et aujourd'hui, on va donc voir 10 nouvelles habitudes pour compléter la liste des 20. Alors, si vous êtes là pour la première fois, merci de vous abonner déjà pour commencer. Et ça vous permettra de rester au contact de ce que nous faisons ici. Nous parlons d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de soft skills, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Être rock, c'est ça. Rêver, oser, créer. Voilà. On va donc maintenant plonger dans le vif du sujet et voir 10 habitudes qui, très honnêtement, nous ruinent. Comprenez ceci. En matière d'éducation financière, il ne faut pas attendre de perdre beaucoup d'argent pour se préoccuper d'une situation. Ce qu'on perd un petit peu tous les jours, les déperditions qui ont l'air comme ça vraiment minimes, insignifiantes, lorsque vous les cumulez, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup d'argent. On avait déjà évoqué par exemple dans la première vidéo des cas comme les abonnements internet, les services auxquels on s'abonne mais qu'on n'utilise pas véritablement. On avait parlé également de tout ce qui est achat d'impulsion dans les supermarchés, donc aller faire ses courses sans avoir une liste. On a parlé également des retraits avec les cartes bancaires, les retraits qui peuvent être très coûteux lorsque vous utilisez des guichets automatiques de billets qui ne sont pas en fait affiliés à votre fournisseur de CB, de cartes bancaires, et donc vous allez payer des frais importants à chaque retrait. Bref, je vous invite à aller suivre cette vidéo et aujourd'hui on va commencer cette nouvelle liste donc de 10 habitudes par le contrôle des addictions. C'est important d'en parler, ça ne doit pas être tabou. Tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des vices même, mais les addictions, ça vous fait perdre énormément d'argent. On a évoqué très rapidement 1xBet dans la vidéo précédente, mais là je parle des addictions au sens large du terme. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent, enfin vous allez perdre beaucoup d'argent si vous avez des addictions. Que ce soit une addiction à l'alcool, aux stupéfiants, une addiction au sexe, au jeu, ou à que sais-je d'autre, à partir du moment où vous n'arrivez pas à contrôler des pulsions, et donc que ça devient une addiction, vous êtes forcément sur une pente glissante, parce que vous allez dépenser plus d'argent qu'il n'en faut pour satisfaire une pulsion. C'est ça en fait, quelque chose qui n'est pas indispensable. Donc le but ici, ce n'est pas de dire que nous devons devenir des saints, parce que chacun travaille à être une meilleure version de lui-même, et ça prend du temps. Hein. Par contre, il faut faire l'effort de contrôler davantage les choses, de rester dans une juste mesure, pour éviter de perdre beaucoup d'argent. Faites un calcul simple. Un paquet de cigarettes qui coûte 500 ou 1000 francs, s'il coûte 1000 francs par exemple, et que vous êtes un fumeur compulsif, que vous fumez, disons même un demi-paquet par jour, parce que je connais des gens qui finissent, qui consomment un paquet par jour. Vous vous rendez compte, ça fait 500 francs la journée, c'est 15 000 francs le mois. À la fin de l'année, ça fait 180 000 francs. C'est énorme. Vous imaginez ce que vous pouvez faire avec. Donc, en attendant de pouvoir vous débarrasser de vos addictions, faites en sorte déjà de les contrôler et peut-être progressivement de réduire un petit peu leur impact sur vous, leur emprise sur vous. Ça vous fera économiser de l'argent que vous pourrez investir. Deuxième habitude dangereuse, ou 12e si on prend donc notre liste de 20 au total, cette deuxième habitude de cette série de 10, c'est celle d'acheter des vêtements et des objets de marque. Alors, il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je porte pas ça. Hein. Moi, je porte que des vêtements griffés Nike. Je ne porte que Balenciaga. Je ne porte que Louis Vuitton, etc. etc. » Je ne veux pas tomber dans le cliché facile de dire que ce sont les personnes pauvres qui achètent des vêtements de marque et que les riches ne dépensent pas autant dans les vêtements de marque, même si c'est dans l'absolu vrai. Je ne veux pas tomber dans ce cliché. Le but, encore une fois ici, c'est de trouver la juste mesure. Vous ne pouvez pas, même si vous aimez les vêtements de marque, autorisez-vous à en acheter de temps en temps. Mais franchement, allez acheter un t-shirt griffé, 4 fois plus cher qu'un t-shirt comme ceci,
Moi, c'est pas moi, quoi. Je le ferai pas. Parce que je n'ai rien à prouver. Quand vous achetez une marque, vous achetez un statut social. Si vous achetez un vêtement de marque ou un objet de marque pour sa fonctionnalité ou sa durabilité, là, c'est pertinent. Donc, si vous me dites que vous avez un iPhone parce que vous faites de la création de contenu, que vous faites beaucoup de photos, de vidéos, ou que vous avez un Mac parce que vous êtes graphiste, monteur, réalisateur, ok, je trouve ça pertinent. Mais franchement, acheter un Macintosh, vu ce que ça coûte, pour faire du traitement de texte, parce que vous êtes sur Word, Excel, ou parce que vous naviguez sur Internet uniquement, c'est du gaspillage. Avant de faire des achats, demandez-vous toujours quelle est l'utilité. Lorsque vous aurez suffisamment d'argent et que vous estimerez que vous avez atteint le niveau auquel on s'estime riche, vous pourrez peut-être commencer à faire quelques dépassements, quelques excès. Mais franchement, ça ne doit pas être la priorité de quelqu'un qui cherche à se construire. Très honnêtement. Donc des parfums de marque qui coûtent 55 000, 60 000, 100 000 et qui sont des achats fréquents et non occasionnels, hein, parce qu'on peut se faire plaisir une fois en passant, mais quand ça devient fréquent, c'est un problème. Dès que le flacon finit, on rachète et vous devenez ce qu'on appelle brand loyal. Nous, les hommes de marketing, on aime les clients comme ça, parce qu'on est sûr qu'ils reviennent et on fait tout pour vous transformer en client de cette catégorie. Mais je vous le dis, parce que là, j'essaye d'édifier la communauté, ne tombez pas dans ce piège de devenir un abonné d'une marque. C'est très, 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 très dangereux. Habitude dangereuse numéro 3. Avoir trop d'espèces sur soi. On perd beaucoup d'argent comme ça. En fait, lorsqu'on se balade avec de la liquidité, lorsqu'on a trop de liquidité, que ce soit sur soi-même, dans ses poches, ou chez soi à la maison, on a tendance à faire des dépenses de façon incontrôlée. À céder, en fait, à des tentations. Donc, des choses qui ne sont pas prévues, on va les faire parce qu'on a de la liquidité. Et ça, pour l'éviter, il faut donc trouver le moyen de ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais attention, je ne parle pas que de l'argent cash. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies et avec la monnaie digitale, mobile money, qu'on utilise beaucoup en Afrique, c'est pareil. Si sur votre téléphone, vous savez que vous avez 50 000 ou 100 000, vous allez avoir tendance à dépenser aussi parce que la plupart des commerces vont vous proposer de payer par mobile money. Ou même un particulier qui vous vend quelque chose vous dira, vas-y, fais-moi un transfert. Donc il faut de la discipline, évidemment, parce que voilà, vous n'allez pas non plus vous priver de garder un peu de cash. Il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Il y a des imprévus. On est dans des pays où il y a des situations qui ne se règlent qu'avec du cash. Donc il faut avoir un peu de cash, c'est vrai. Il faut avoir un peu de sous sur son mobile money, sur son téléphone, pour faire des transferts mobiles. Mais il faut, à mon avis, que ça reste dans une certaine mesure, encore une fois, si vous n'avez pas encore la discipline nécessaire pour éviter les dépenses en ayant de la disponibilité. Ça, c'est le must. C'est ce vers quoi nous devons tous tendre. Mais tout le monde n'a pas cette discipline. Donc, si vous savez que vous n'avez pas encore suffisamment de rigueur, évitez d'avoir trop de cash sur vous pour être tenté. Habitude numéro 4, passer des appels. Celle-là, elle a l'air simple. Hein. Ça a l'air même tout bête. Mais c'est important. Passer des appels. Quand on peut faire autrement. Avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment de WhatsApp, qu'on utilise beaucoup en Afrique francophone en tout cas, vous devez privilégier les conversations par ce canal-là et éviter de passer des appels. Parce que pendant longtemps, on a eu cette habitude. Donc parfois, quand on veut appeler quelqu'un, quand on veut parler à quelqu'un, on l'appelle directement. On appelle tac tac son numéro. Alors qu'on peut le joindre par WhatsApp. Puisque la plupart des gens sont connectés en continu. Évidemment, si vous devez traiter avec par exemple un ouvrier, un menuisier, un plombier qui n'est pas toujours connecté parce que il fait attention à son forfait internet, il gère ses revenus, il a peut-être pas de grosses ressources, donc il se connecte vraiment sporadiquement, il se connecte, déconnecte, il se déconnecte. Là, vous l'appelez directement. Quand c'est une urgence aussi, peu importe la personne veut l'appeler. Mais la plupart du temps, vous pouvez essayer déjà d'appeler quelqu'un par WhatsApp, sauf si vous ne connaissez pas la personne, parce que ça, on a parlé des bonnes manières dans une vidéo il y a quelques jours. C'est évident, vous n'allez pas appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas par WhatsApp ou par Messenger. Par contre, si c'est des gens que vous connaissez et avec qui vous n'avez pas une relation trop formelle, appelez-les d'abord par Internet. Ça vous fera gagner énormément d'argent. Faites le point si vous switchez et au bout d'un mois, vous me direz si vous n'avez pas fait des économies sur ce volet-là, ce poste budgétaire. Et je reste dans la catégorie justement
de tout ce qui concerne la consommation téléphonique, les forfaits. Alors, les forfaits d'appel et les forfaits Internet. Tous ces forfaits-là, il faut que vous fassiez attention à quel forfait vous allez souscrire. Vous savez, les opérateurs de téléphonie mobile ont perdu beaucoup d'argent depuis l'avènement d'Internet. On est sur l'habitude numéro 5, qui ruine. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec l'avènement d'Internet. Et ce qui leur apportait beaucoup d'argent avant ça, avant cette ère-là, c'était le crédit de consommation téléphonique directe. Aujourd'hui, c'est la data. Donc, ils mettent en place, ils cherchent des moyens d'équilibrer. Si vous n'appelez plus, que vous êtes sur Internet tout le temps, il faut qu'ils compensent. Il faut se mettre à leur place. Et donc, ils cherchent tout le temps le moyen de mettre en place des forfaits, de proposer des forfaits où vous n'êtes pas forcément gagnant. Vous savez de quoi je parle. Vous allez par exemple acheter, je sais pas, un forfait à 1000 francs ou 2000 et il va être valable uniquement 4 jours ou 5 jours, où il y a des forfaits de 100 francs, 200, 300 qui sont valables 24 heures, avec une durée d'appel, mais surtout un volume de data. Et la plupart du temps, vous n'épuisez pas le volume. Donc vous êtes perdant. Si vous avez par exemple 1 giga valable sur 7 jours, et qu'au bout du 7e jour, vous avez utilisé 700 mégas, vous venez de perdre en fait 30% de votre argent. Ben oui. Et on ne s'en rend pas compte. Donc il faut faire attention et regarder selon sa consommation à soi, parce qu'il n'y a pas de règle générale. Il faut voir quel est le meilleur forfait, quel est le meilleur compromis. Moi, il fut un temps où je faisais beaucoup de forfaits mensuels, parce que c'était le plus intéressant pour Internet sur ma téléphone. Puis, je me suis rendu compte que dans les périodes où je voyage beaucoup, je perds de l'argent, parce que j'active un forfait que j'utilise peut-être 10 jours, je suis absent 2 ou 3 semaines, je reviens. Évidemment, ce forfait n'est plus valable, mais c'est payé, bien sûr, en prépayé, et il faut que j'active un nouveau forfait. Donc, je me suis organisé, et en fait, quand je sais que je veux avoir des déplacements, je ne fais pas de forfait mensuel pour Internet dans la période. Parce qu'en fait, c'est donner de l'argent à des compagnies de téléphonie qui en gagnent déjà suffisamment. Donc, pour optimiser, moi, mes ressources, à ce moment-là, dans ces phases, je fais des forfaits qui vont être hebdomadaires ou même journaliers. C'est une question d'organisation. Vous savez, si vous voulez vraiment organiser vos finances, vous allez devoir suivre vos dépenses et faire attention à toute cette déperdition-là, auquel, franchement, on n'accorde pas d'importance, mais cumuler ça sur, encore une fois, cumuler ça sur une semaine, sur un mois, et vous comprendrez de quoi je parle. J'ai donné l'exemple, par exemple, des cigarettes. J'ai donné l'exemple des cigarettes, où je disais 500 francs par jour, x 15, vous voyez à la fin de l'année ce que ça fait. Donc, imaginez dans les pays occidentaux où le paquet de cigarettes, il n'est pas à 500 francs, c'est pas à 1 euro, où il est à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout ce que vous engloutissez. Donc, faites attention aussi au forfait Internet. C'est très, 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 très important. Il y a beaucoup d'argent qui passe par là. Habitude numéro 6. Elle concerne l'alimentation. Je veux parler ici de ce qu'on appelle la DDM et la DLC. Alors, la DDM, c'est la date de durabilité minimale, qui a remplacé la DLUO. Avant, sur les aliments, il y avait ce qu'on appelle la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. C'est ça qui est devenu une DDM, c'est le même concept. Et vous avez la DLC qui est la date limite de consommation. Il y a des petites nuances, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, sur tous les produits, vous avez des mentions best before à consommer de préférence avant nana. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dates-là, elles ne sont pas forcément totalement en accord avec la réalité. Vous pouvez consommer un produit après sa date d'expiration. Tous les produits peuvent être consommés dans une certaine mesure après la date d'expiration mentionnée. Ça peut aller de 3 jours à 7 jours ou même plus. Évidemment, je ne parle pas ici des denrées non périssables comme le miel, le sucre et plein d'autres choses, vinaigre, etc. Non, je parle des denrées périssables. Vous achetez des pâtes alimentaires, la date d'expiration arrive, vous les jetez, bam. Il y a même des gens, à 2-3 jours, ils disent « Ah non, c'est psychologique, hein. Ah non, ça c'est plus bon pour la santé, regarde, je suis sûr qu'il y a ci ou il y a même une odeur, et a rien du tout. » Je ne veux pas avancer les dates, enfin le délai
supplémentaires par catégorie de produits, parce que c'est pas à moi de vous pousser à faire ce genre de prendre ce genre de décision dans le détail, mais faites vos recherches sur Internet et vous verrez qu'après la date d'expiration, la quasi-totalité des aliments périssables peuvent être consommés. Maintenant, les délais varient encore une fois en fonction des produits. Donc, plutôt que de jeter de la nourriture, ce qui est déjà pour moi un vrai problème moral, parce qu'on sait que voilà, il y a des centaines de millions ou même plus de personnes qui meurent de faim tous les jours. Jeter de la nourriture, c'est pas très moral. Et même autour de vous, au-delà des gens qui vivent dans la famine, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Donc, à défaut de jeter, donnez. Le gaspillage, moi, ça m'écoeure. Et au-delà de cette dimension morale, qu'induit le gaspillage alimentaire, il y a également le gaspillage financier qu'induit le gaspillage alimentaire. Oui, ne jetez pas pour jeter. Quand vous avez des restes, regardez ce que vous pouvez en faire. Chez nous, on parle par exemple de wokoli. Bah, c'est la pâte qu'on réchauffe le lendemain. C'est un exemple. Mais il y a plein d'autres choses. Vous avez des restes qui sont dans le frigo pendant 2-3 jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu de jeter systématiquement, regardez comment vous pouvez faire des petits plats. Il y a plein de recettes en ligne aujourd'hui en plus. Plein de ressources qui vous permettent de voir comment vous pouvez réutiliser et recycler certains restes plutôt que de jeter. Et pour les produits en eux-mêmes, même quand ils sont ouverts, même les produits laitiers, je vous assure qu'au-delà de la date, vous pouvez les consommer. Cherchez et vous verrez. Ça va vous faire gagner de l'argent. Habitude numéro 7, ne pas négocier. Alors celle-là, elle est assez marrante parce que dans les pays africains, quand on va au marché, on a cette tendance à négocier un peu pour tout. Et pour des produits qui ne sont pas généralement chers, justement. Donc sur les produits de 400, de 500, on va être en train de tirer, ah non, pourquoi pas 450 au lieu de 500, mais lorsqu'on est face à des dépenses plus importantes, on perd le réflexe de la négociation. Vous devez apprendre à tout négocier. Il ne s'agit pas ici d'être un picsou, non. Il s'agit de maximiser ses finances. Négocier. Sachez qu'un commerçant a toujours, en plus de sa marge, une petite marge. Il est prêt à faire un geste, par exemple. Vous ne perdez rien à demander. Évidemment, quand on va au restaurant, on ne négocie pas. Le prix affiché sur la carte, c'est le prix sur la carte, n'est-ce pas? Ça ne vous empêche pas, si vous êtes régulier dans un restaurant, de demander des petites faveurs. Si vous devez aller dîner avec des amis, vous pouvez, même dans un restaurant où vous n'êtes pas forcément régulier, vous pouvez demander un prix. Les gens n'y pensent pas. Ça, c'est tout simple. Vous êtes 7-8, vous allez dîner. Demandez-leur pardon s'ils ont une formule de groupe. Ou s'ils peuvent vous faire une petite réduction. Ou à défaut, est-ce qu'ils peuvent vous offrir quelque chose? Peut-être qu'ils pourront vous offrir le vin. Ou alors, vous allez payer des droits de bouchon et ramener votre vin. Si vous avez par exemple des cartons de vin à la maison, encore une fois, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais ce que je dis, c'est que les habitudes, quand en fait, on ne prend pas de bonnes habitudes, les choses qui sont censées être exceptionnelles deviennent régulières, elles deviennent normales et on perd de l'argent. Donc, on peut, même dans un restaurant, vous faire des faveurs. Il faut demander. Moi, j'ai déjà demandé des choses comme ça et ça fonctionne. Demandez, on vous donnera, comme on dit, frappez, on vous ouvrira. Vous allez dans un magasin, vous allez dans un supermarché, un hypermarché. La plupart des grandes surfaces ou assimilées en Afrique, même quand c'est pas vraiment des grandes surfaces, la plupart des grands magasins, des grands supermarchés ont des cartes de fidélité ou des programmes de fidélité. Il vous suffit de demander pour avoir une carte de fidélité, par exemple. Mais il y a de nombreuses personnes qui n'y pensent pas. Si vous ne demandez pas, on vous proposera pas forcément. Ça leur arrive de proposer, mais pas toujours. Or, avec une carte de fidélité, vous avez parfois jusqu'à 10% de réduction. Moi, j'ai une carte d'un supermarché, on va dire, un hypermarché au Bénin. Je crois que c'est entre 7 et 8%. Et à chaque fois que je passe, bam, bam, bam. Mais oui. Ah. Ça, c'est très, très, très important. Je vois la réduction. Sur 20 000, lorsque vous avez 7%, c'est pas rien. 7-8%, c'est 1000 et quelques francs. Vous pouvez utiliser cet argent pour faire un don à quelqu'un, pour aider une personne. Donc voilà autant de choses qui sont utiles. Apprenez à négocier. Et quand on ne peut pas vous faire de réduction, on peut soit vous accorder quelque chose en plus. J'ai acheté un téléphone il n'y a pas longtemps. Et le monsieur qui m'a vendu le téléphone, il m'a offert une pochette de protection. Et il a dit
qu'il avait un nouvel accessoire, ce qu'on appelle les incassables là, hein, les verres trempés pour protéger les téléphones, qu'il en avait un dans une nouvelle matière et tout, et que c'était à 7000 qu'il allait me le vendre. Et j'ai négocié avec lui, je lui ai dit, ben non, écoute, j'ai déjà pris ça, naïna. J'avais l'espèce sur moi, je savais qu'il voulait l'espèce. Donc on a négocié, j'ai dit, écoute, moi je te donne 3000 et je le prends tout de suite. Sinon, même après, je le prendrai pas, c'est pas nécessaire. Mais voilà, ça a peut-être des avantages intéressants, si tu es d'accord. Et donc, de fil en aiguille, il a préféré avoir ça en plus du prix du téléphone en une fois, plutôt que de projeter une vente éventuelle de cet accessoire par la suite. Voilà comment ça se passe. Et ce jour-là, en plus, je lui ai vendu un produit à moi. Je lui ai vendu mon album sur clé USB, mon album développement personnel sur un rock, qui est à 10 000. Donc, on a fait la conversation et lui, il m'a remis 7 000 francs. Je n'ai plus sorti un franc, en fait, pour cet accessoire. Donc, cherchez toujours le moyen d'optimiser vos finances. C'est important parce qu'on est en perpétuelle négociation dans la vie. Voilà un peu comment les choses se passent lorsqu'on veut optimiser ses finances. Habitude numéro 9, qu'il faut vraiment abandonner tout de suite si vous l'avez, c'est de s'endetter anarchiquement et inutilement. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, bon, allez, on va déjà parler de la bonne dette très rapidement. C'est la dette qui vous permet d'investir. Vous avez fait un prêt, par exemple, immobilier. Donc, c'est pour acheter un bien, pour construire quelque chose que vous allez mettre en location, par exemple. Ou investir dans une entreprise, si vous avez bien fait votre étude et tout ça. La mauvaise dette, c'est prendre de l'argent et le mettre dans des passifs. Donc, vous allez emprunter pour une cérémonie familiale, emprunter pour acheter une voiture. Non, c'est pas normal. Vous ne devez pas faire ça. D'accord? Donc, il faut trouver le moyen de s'organiser avec ce qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui empruntent anarchiquement, c'est-à-dire pour des dépenses du quotidien, dès qu'ils ont des petits soucis. Ah, est-ce que tu peux me prêter 20 000? Ah, après, ils appellent un autre ami parce qu'ils n'ont pas remboursé l'autre. Ils appellent quelqu'un d'autre pour emprunter. Ah, tu peux me prêter 5 000 francs. Ah, j'ai besoin de 50 000. Au final, ils doivent à tout le monde. Et il y en a qui finissent par éteindre leur téléphone, à disparaître, à se cacher. C'est même pas optimal. Il faut apprendre à s'organiser avec ce qu'on gagne. Et justement, ça va vous pousser à gagner plus. Parce que si vous avez des besoins qui sont supérieurs à vos revenus, ben débrouillez-vous pour gagner plus et réduisez également vos dépenses. Parce que ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Vous allez finir par rembourser les gens. Donc, vous ne faites que différer le problème. Ou alors, même si vous ne le faites pas, vous allez développer une très mauvaise réputation. Et ça pardonne pas, ça tue. Hein. La crédibilité, je veux dire, c'est une des choses les plus importantes. Surtout quand on est jeune et qu'on est en train de se construire. Donc, on a parlé de contrôler les addictions, on a parlé des vêtements et des objets de marque. En 3, on a vu qu'avoir trop d'espèces sur soi, c'est dangereux. On a parlé des appels, comment privilégier les appels par Internet. On a parlé également des forfaits téléphoniques, Internet et appels aussi, qu'il faut maximiser. En 6, on a vu tout ce qui est de limite de consommation des aliments, comment on peut optimiser tout ça. En 7, la négociation, qui est très importante, à chaque fois qu'on peut. En 8, l'endettement anarchique à éviter. Et en 9 maintenant, je vais vous parler du moyen des déplacements. Vous devez vous débrouiller pour avoir un moyen de déplacement, surtout en Afrique. Parce que dans les pays occidentaux, il y a des systèmes mis en place qui sont complètement optimisés pour les moyens de transport. En tout cas, beaucoup plus que chez nous, en Afrique ici. Donc vous aurez le RER, le métro avec des abonnements. Je crois que je payais une 50aine d'euros quand j'étais étudiant en France pour aller partout où je veux. Ça va être 30 et quelques mille. Quand on ramène ça au niveau de vie dans ces pays-là, c'est rien du tout. Vous voulez vous déplacer, aller d'une ville à une autre dans le même pays, une ville qui a 2, 3, 4, 5 heures, vous allez payer quelques dizaines d'euros avec le TGV. Bon, donc ça, dans ces pays, c'est bien structuré, ça va, et c'est pas budgétivore. Dans nos pays, si tu passes ton temps au Bénin, par exemple, à prendre le Zémidjan, parce que tu n'as pas le choix dans une période, d'accord, mais ça ne doit pas être continu. Si tu fais que ça, tu vas perdre énormément d'argent. Faites le point. En une journée, si tu fais 4-5 liaisons dans Cotonou, tu vas dépenser 2000 francs ou plus. Parce que d'un point A à un point B, tu vas dépenser peut-être 300 francs. Ensuite, tu vas dépenser entre 1000, 2000, voire plus, si tu as 4-5 courses dans la journée. Ce n'est pas soutenable sur la durée. Si tu décides de prendre le trotro, comme on dit à Accra, ou le bac à Abidjan, ou l'équivalent, donc ce qu'on appelle les J9 et tout ça à Cotonou,
Tu vas le faire un certain temps parce que c'est beaucoup moins cher, mais ça va te faire perdre. Déjà, tu peux pas aller partout avec. Parce que les conditions de transport font que tu vas pas forcément sortir de là très frais, quoi. Oui, parce que les gens sont obligés de s'entasser, puisqu'ils font du remplissage pour rentabiliser dans ces moyens de transport. Et tu ne sors pas toujours très frais. Donc, en fonction de ton activité, tu vas pas forcément pouvoir emprunter ces moyens de transport-là. OK? Et ça va te faire perdre du temps aussi parce qu'ils font des arrêts tout le temps. Pour que les gens descendent, pour que les gens rentrent et tout. Et c'est pas timé comme le métro ou le RER où, voilà, tu sais que à telle heure, si ça démarre, tu es à telle station à telle heure. Non. Donc, vous allez perdre du temps si vous empruntez ce genre de transport fréquemment, donc ceux qui sont les moins chers. Par contre, si vous prenez les Zemijan ou autres, et bien là, ou même les taxis communautaires dans certaines villes, ben c'est clair que ça va vous revenir plus cher. Donc idéalement, sur la durée, vous devez avoir une moto dans les pays où les motos sont assez fréquentes, donc Burkina Faso, Bénin et tout ça, vous pouvez avoir une moto. Et très rapidement, quand vous le pourrez, vous prendrez une voiture, parce que c'est pas un élément de luxe, c'est d'abord utilitaire et fonctionnel. Ça vous permet de vous déplacer, quel que soit le temps qu'il fait, d'aller un peu plus vite parfois, etc. Donc voiture, moto, faut l'envisager sur la durée. C'est très important. Moi, je me souviens quand je suis rentré au Bénin en 2010, après mes études, j'ai pris le Zemijan, le taxi moto, pendant 3 à 4 mois. Et ça m'a bien lessivé les poches. Et ensuite, j'ai pris une moto que j'ai utilisée pendant 2 ans. Une moto noire, une Luodia. Voilà, c'était la marque noire, que j'oublierai pas. Et après ça, j'ai eu ma première voiture, et etc. Donc, pensez à ça, ça va vous permettre d'optimiser vos finances. Et donc, c'est un investissement à ce moment-là. Oui, c'est un passif, le moyen de transport, mais c'est un investissement au regard de l'organisation des transports dans nos pays. Et je vais finir en parlant du 10e point, qui est donc le contrôle de l'addition. Ça peut paraître simple, mais je vous assure que c'est important. Dans les restaurants, dans les bars, ils ont tendance à surfacturer. Alors, je ne dis pas que c'est forcément les promoteurs qui le font, mais en tout cas, les serveurs, ça leur arrive, pas inadvertance ou pas, de mal faire, de mal comptabiliser en fait, et de vous donner des additions erronées. Moi, ça m'arrivait plusieurs fois, et à chaque fois, je le décèle parce que je vérifie toujours. Il n'y a pas 2 semaines, j'étais dans un restaurant qui est assez sérieux, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont amené une addition avec 8500 francs, je crois, pour le plat. Et le total, ils ont mis 10 000. Alors, je me suis dit, mais ils ont mis TVA, après les 8400 ou 1800, je sais plus. Ils ont mis c'était moins de 8500. Et ils ont mis la TVA, mais ils n'ont pas mis le montant de la TVA. Et au final, l'addition était de 10 000 et quelques. Donc, j'ai regardé, ça m'a interpellé, j'ai fait le calcul et c'était pas juste. C'était plus que le montant total, TVA comprise. Donc, je leur ai dit, je pense qu'il y a une erreur. Ils ont checké. Ils m'ont dit, on est désolé, blabla. Quand vous êtes en groupe et que vous allez prendre un pot, vous êtes dans des ambiances euphoriques, c'est encore pire. Parce que souvent, ils savent que vous n'allez pas contrôler l'addition. En tout cas, il y a peu de chance. Et là, on vous rajoute rapidement, 2-3 petits éléments. Donc, faites attention à ça. Parce que nous sommes des êtres sociaux. On sort, on rencontre des gens, on se déplace pour manger, pour prendre un verre, etc. Faites attention à ça. Ne vous faites pas avoir, ne donnez pas de l'argent, ne dépensez pas de l'argent que vous ne devriez pas dépenser. Laissez un pour boire. Ça, c'est important. Moi, je le fais, je pense que c'est important quand vous avez été bien servi de récompenser les gens. C'est un geste honorable. Je trouve que c'est, moi, à chaque fois qu'on peut le faire, faut le faire. Par contre, donnez plus d'argent à l'établissement alors qu'il a déjà facturé ce qu'on lui doit avec sa marge, je suis pas d'accord. Donc faites attention à ça aussi, ça vous fera gagner de l'argent. Je vous assure, faites le test quelques mois et vous me direz. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de traquer vos dépenses, ça c'est la clé, de vraiment suivre vos dépenses, de tenir à jour vos dépenses, de faire vos comptes, parce que quand on ne le fait pas, on ne sait pas combien on dépense, on ne sait pas où va l'argent et finalement, et c'est un peu comme si on a des passoires partout, quoi. On dépense, et on n'arrive pas à traquer pour optimiser. Pour optimiser, il faut savoir là où on fait de mauvaises manœuvres, là où il y a des fausses notes pour pouvoir les corriger. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ce sera utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like et partagez cette vidéo. Elle sera utile pour bien des personnes de votre entourage, au-delà de vous-même. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais aussi et surtout de votre mental, au-delà de votre corps, de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.